Alors, troisième et presque dernière séquence, puisqu'ensuite nous conclurons évidemment ce live avec Olivier Faure et Corinne Narassiguin. Nous avions deux stars dans la précédente table ronde. Nous en avons trois cette fois-ci. Gabrielle Siri, que vous connaissez bien évidemment, puisqu'elle est déjà intervenue aussi dans ce live du projet, mais vous la voyez régulièrement dans les médias, puisqu'elle est porte-parole du Parti socialiste et secrétaire national en charge des réseaux sociaux. On va y revenir. Dominique Sopo, on ne le présente plus, mais on le présente quand même, président évidemment de SOS Racisme, et Réjeanne Sénac, qui est directeur de recherche au CNRS, au CEBIFOF, le Centre de la vie politique française. On reviendra de toute façon tout à l'heure avec elle. Alors, on vient de parler de la République fraternelle, de la laïcité. On va parler maintenant des discriminations. D'abord avec Gabrielle, parce que on voit, on l'a dit d'ailleurs un tout petit peu dans le précédent débat, il y a un certain nombre de questions qui deviennent très violentes, et notamment lorsque le débat se mène sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce phénomène des réseaux sociaux a amplifié? À l'évidence, oui, mais comment tu l'analyses, toi qui es en charge de ces questions? Comment les réseaux sociaux ont amplifié, disons, le discours raciste, la parole haineuse? Comment lutter donc contre cette propagation virtuelle, mais en fait très réelle pour certaines personnes, de cette parole raciste sur les réseaux sociaux? Alors moi, ce qui me frappe depuis que je suis porte-parole, effectivement, en particulier, c'est l'hystérisation du débat public sur un certain nombre de chaînes d'infos que je ne cite pas ici, mais une tendance en fait à mettre en scène des positions très antagonistes, parce qu'on est dans un modèle de chaîne aujourd'hui qui doivent susciter du clash pour susciter du buzz et susciter du clic sur les réseaux sociaux et créer le buzz, avoir des vidéos qui tournent, et donc ça provoque une tendance à mettre face à face des positions très antagonistes, et ça favorise, selon moi, les dérapages sexistes, racistes, pourvu que ça clive et pourvu que ça crée du clash. Donc face à ça, qu'est-ce qui peut être fait? Moi, je pense qu'on a une évolution du paysage médiatique qui justifierait une évolution de la régulation, et donc d'interroger le rôle du CSA, ou plutôt comment mieux l'outiller, comment mieux le doter pour faire face à cette évolution du paysage médiatique. Il y a des sanctions régulières de dérapage. Je pense récemment à la condamnation d'Éric Zemmour, ou plutôt de la chaîne, pour un dérapage d'Éric Zemmour sur une émission préenregistrée. Mais ces condamnations, elles restent relativement rares. Et donc l'idée, ce serait d'augmenter l'échelle des sanctions et la capacité pour le CSA d'être plus réactif pour vraiment dissuader. Parce que si je prends l'exemple du sexisme, on a 2 sanctions en fait pour sexisme à l'écran en 5 ans. Alors que évidemment, si vous jetez un œil à la télé comme moi de temps en temps, on voit que les dérapages sont beaucoup plus fréquents que ça. Quand les sanctions financières tombent, c'est dissuasif. Donc typiquement sur le sexisme, c'était arrivé que le CSA prive de droit d'émettre de la publicité pendant 1 ou plusieurs semaines. Et ça a été très efficace, dû dire d'ailleurs des gens qui travaillent sur ces chaînes. Et donc il faut faire en sorte que ce soit de plus en plus le cas, et que la chaîne ne puisse pas faire cet arbitrage entre, finalement, je laisse la séquence qui est clairement un dérapage hyper insultant pour tout un tas de personnes, mais ça va faire le buzz, donc je préfère risquer la sanction financière. Il faut que ce soit suffisamment lourd pour que ce soit dissuasif. Alors ça, c'est sur les médias, mais sur les réseaux sociaux, à l'évidence, Jean Jaurès n'a jamais écrit sur les réseaux sociaux, donc il faut qu'on interprète ce que les uns et les autres ont pensé précédemment et l'appliquer peut-être à la question des réseaux sociaux, avec des questions très pratiques dont on débat régulièrement, la question de l'anonymat, la question des condamnations. On vient de voir, Jérôme en a fait référence, le procès sur Mila, enfin sur ceux qui ont insulté Mila. Quelle position, nous, on est en capacité de promouvoir sur l'impunité, au fond? Est-ce qu'il faut mieux sanctionner, mieux réguler les réseaux sociaux? Oui, certainement, il faut mieux réguler. L'anonymat n'est pas nécessairement non plus une garantie de... comment dire, je pense que l'anonymat a quand même une forme de mérite. Et que régler cette question de l'anonymat en obligeant à mettre l'identité en ligne n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour empêcher le déchaînement de violences en ligne.
le fait d'être derrière un écran donne le sentiment d'être protégé, qu'il ait le nom de la personne ou pas. Hein. On s'en rend compte, nous qui sommes régulièrement attaqués. Je pense que l'audience qui a été donnée au procès de Mila, même si les condamnations auraient pu être plus lourdes, contribue à cette prise de conscience du fait que en fait, une insulte en ligne, un dérapage sexiste, raciste, des menaces en ligne, ce sont comme des menaces dans la vie réelle et ça doit être lourdement sanctionné. Je crois qu'il n'y a pas encore cette conscience-là, donc il y a un besoin de sensibilisation et probablement d'ailleurs dès l'école. Je crois qu'il y a un vrai rôle de l'école dans l'éducation à l'utilisation des réseaux sociaux et du numérique de manière générale. Alors tu parlais tout à l'heure du sexisme, tu as toi une relation aussi particulière avec le monde de l'entreprise. Un mot sur, puisqu'on parle des discriminations, de celles qui frappent l'inégalité homme-femme, notamment en matière salariale. Je crois que tu as un peu réfléchi et écrit là-dessus. Un mot là-dessus ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, dans l'entreprise, déjà, peut-être rappeler que les discriminations sont un phénomène en fait assez massif, puisqu'on voit dans les enquêtes qu'il y a 40% des personnes actives en France qui ont été victimes d'un propos, d'une insulte, d'un comportement raciste, sexiste, homophobe ou lié au handicap, par exemple. Il y a aussi 40% des Français qui disent avoir été témoins de discrimination dans le monde de l'entreprise. Donc c'est un phénomène absolument massif. On en parlait tout à l'heure, je crois que le sujet qu'il y a derrière, c'est aussi un sujet politique très profond, c'est-à-dire qu'on est en République, il y a cet idéal républicain d'égalité entre tous les citoyens, et face à ça, en fait, il y a deux attitudes qu'on remarque. Il y a une attitude d'extrême droite et d'une partie de la droite à utiliser, à invoquer la République comme une incantation pour masquer en fait la réalité de ces discriminations. Et face à ça, nous évidemment, le modèle qu'on prône, c'est d'aller au bout de l'idéal républicain pour rendre cet idéal concret et une réalité pour tous les citoyens, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur couleur de peau et quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut tout simplement déjà faire en sorte que la loi soit respectée, que la loi soit appliquée. Dans l'entreprise, je vais prendre deux exemples rapidement. Il y a la question des discriminations salariales. Je pense qu'on ne peut plus simplement se contenter d'index. On devrait regarder ce que fait la Finlande. En Finlande, par exemple, ce sont aux entreprises de prouver, via l'obtention d'un certificat public, que les femmes et les hommes, mais on ne devrait pas s'arrêter aux femmes et aux hommes d'ailleurs, sont payés de la même manière. Donc en fait, il y a une inversion de la charge de la preuve. C'est vraiment à l'entreprise de démontrer qu'il n'y a pas de discrimination salariale. Et donc c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait importer en France pour pouvoir résoudre ce problème des discriminations salariales. Et puis le deuxième exemple, toujours dans l'entreprise, c'est dans les agences immobilières. On sait que dans l'accès au logement, les discriminations sont très fortement ressenties parce qu'elles sont une réalité. J'ai vu d'ailleurs qu'SOS Racisme avait fait une enquête sur ce sujet en 2019. Tu pourras peut-être nous en dire un mot. Mais j'ai ce chiffre en tête qui m'avait marqué. Quand on a un nom à consonance maghrébine, ça peut être jusqu'à 30% de chances de moins d'obtenir un logement. Et donc face à ça, plusieurs choses peuvent être faites. Déjà de la sensibilisation, de la formation, ça marche parce que récemment le défenseur des droits a mené une enquête, une lettre nominative de rappel des obligations en matière de discrimination pour les agents qui travaillent dans ces agences immobilières. Ça réduit très fortement en fait les discriminations dans l'entreprise. Et puis j'ai plus mon autre proposition, je vais passer la parole et on y reviendra. On y reviendra. Et puis Dominique Sopo. Voilà. Et puis Dominique Sopo, exactement. Non, pardon, oui, non. L'autre proposition, à mon avis, qui est assez importante, c'est dans les organisations du secteur, de nommer un référent discrimination qui puisse avoir un plan d'action. Et faire du testing et avoir une évaluation de ce plan d'action, enfin vraiment suivre au jour le jour le fait qu'il n'y ait pas de discrimination dans l'accès au logement. Merci Gabriel. Donc, impossible de traiter la question des discriminations sans inviter Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Est-ce qu'on traite là ce soir de la République fraternelle? Est-ce qu'au fond, la République, depuis 30 ans qu'existe SOS, est-ce que la République est à la hauteur de son enjeu
justement sur les discriminations, sur le racisme. Oui, non, certainement pas complètement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui pour réaffirmer que la République fraternelle doit être au cœur de la réduction des discriminations, du racisme? On attend ta parole, Dominique. Merci pour cette invitation et merci pour cette question. Mais je pense que d'abord, quand on est de gauche, on est perpétuellement insatisfait. Sinon, on est conservateur, ce qui peut être tout à fait estimable, mais on est surtout conservateur lorsqu'on n'est pas soumis à des problématiques de discrimination, puisque le monde va déjà bien, ou on pense que le monde va déjà bien pour soi. Donc l'insatisfaction, elle est normale parce que l'insatisfaction, l'exigence, c'est le moteur d'une devise républicaine qui devient de plus en plus effective. La République, c'est toujours un idéal en construction. On veut davantage de liberté, on veut davantage d'égalité, on veut davantage de fraternité. Aujourd'hui, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, je pense que c'est toujours cette dynamique parce qu'on sait très bien que les frontières ne sont jamais complètement atteintes, que les horizons ne sont jamais complètement satisfaits et qu'il faut toujours qu'il y ait cette dynamique de l'exigence. Il se trouve que la République est une réalité complexe en France. La République est en même temps une réalité qui fait qu'il y a des lois, qu'il peut y avoir de la répression. Là, j'étais dans un procès cet après-midi à Cergy, enfin à Pontoise, au tribunal de Pontoise, suite à l'agression de Cergy il y a quelques semaines d'un livreur Uber Eats et les insultes d'apologie de l'apologie de l'esclavage qui avait été adressée à la personne qui filmait. Bon, ben, la personne a été condamnée à 2 ans de prison ferme. Donc la République fait des choses, est un cadre qui est effectivement fondé très fortement, notamment en France, sur la notion d'égalité. Et la République peut être un point d'appui dans une partie de ces institutions, pour faire valoir cette exigence. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est un point d'appui que, ça y est, il n'y a plus rien à faire. On sait bien qu'en matière de discrimination, nous sommes très loin du compte. Nous sommes très loin du compte d'abord parce que les discriminations, c'est un délit très particulier. Quand on se fait voler sa voiture ou quand on se fait taper dessus, on sait qu'on s'est fait voler sa voiture et qu'on s'est fait taper dessus. Quand on est discriminé, déjà, c'est pourquoi on n'obtient pas un logement? Souvent, on n'en sait trop rien. On peut se douter que c'est parce qu'on est noir, on est arabe, que c'est plus compliqué. Mais dans telle ou telle situation, il y a bien des blancs aussi qui n'ont pas de logement, qui sont refusés. Donc, évidemment aussi, on est souvent sur un délit sans preuve, ou en tout cas avec des éléments de preuve très difficiles. Mais est-ce que tu constates à SOS, par exemple, que ceux qui sont discriminés, à un moment donné, quand même, ont très fortement intériorisé que c'est en raison de la couleur de peau? Est-ce qu'ils le ressentent a posteriori ou est-ce qu'ils vivent avec, quoi? Je pense que lorsqu'on est d'origine maghrébine ou subsaharienne, par exemple, on sait bien qu'on va être soumis à des discriminations. En tout cas, beaucoup en sont conscients. Bon, voilà. Après, est-ce que les gens l'intériorisent? Je ne sais pas ce que ça veut dire intérioriser. Les gens aimeraient ne pas être discriminés. Bon, voilà. Donc, après, c'est quels sont les outils que les gens ont à leur disposition. Et je pense qu'il y a évidemment le fait de renforcer la capacité des victimes à faire valoir leurs droits lorsque ces droits ne sont pas respectés, lorsqu'il y a des discriminations qui les touchent individuellement. Mais je pense aussi qu'il faut avoir comme vision que l'État doit mettre en œuvre une politique publique qui ne fait pas tout reposer sur des victimes qui souvent ne savent pas qu'elles le sont dans telle ou telle situation ou ne peuvent pas rapporter la preuve. C'est pour ça que nous demandons aussi qu'il y ait par exemple des leviers qui obligent les acteurs à changer de braquet. On parlait de la question du logement. Nous avons obtenu il y a quelques mois une obligation de formation des agents immobiliers sur la question des stéréotypes et des préjugés, hein, pour lutter contre la question aussi des discriminations. Bon voilà, il y a très peu de formation aujourd'hui sur ces sujets pour les personnes qui sont en contact avec le public, qui délivrent des services ou qui sont en situation de recrutement ou de management. Bon, il faut qu'il y ait des obligations de formation qui soient élargies, notamment, par exemple, à l'ensemble des managers, me semble-t-il, dans le tissu économique français. Il faut également que peut-être on utilise le levier des marchés publics. Nous proposons que les entreprises qui sont condamnés pour discrimination ne puissent pas, en tout cas qu'il y ait une peine complémentaire possible de non-accès
au marché public pendant une certaine période. Je pense que ça poussera toute une série d'entreprises à être beaucoup plus proactives sur la question des discriminations, parce que une entreprise, elle a plein d'objectifs à poursuivre. Il faut recruter, il faut licencier éventuellement, il faut faire des achats, il faut s'intéresser au marché, à une nouvelle gamme, voilà, il faut investir, enfin il y a plein de choses à faire. C'est comment on fait remonter dans la pile des priorités la question de la lutte contre les discriminations. Et donc c'est à l'État de définir une politique publique ambitieuse de lutte contre les discriminations. Et par ailleurs, je tiens aussi à faire remarquer qu'il y a quelque chose à bien avoir en tête. C'est que lorsque l'on parle de discrimination raciale, très souvent, l'adjectif va disparaître. C'est très étrange, enfin très étrange, ça peut s'expliquer, parce que je pense qu'il y a des choses derrière en matière de difficulté à aborder cette question. Mais je constate très souvent que lorsqu'on parle de discrimination raciale, 3 secondes après, les personnes vous parlent de discrimination, et 10 secondes après, on vous donne un exemple d'un dispositif sur l'intégration des personnes handicapées ou des femmes pour dire, regardez, on lutte contre les discriminations. Alors, nous sommes contre toutes les formes de discrimination, évidemment, SOS Racisme, mais c'est très intéressant ce chemin de l'occultation des discriminations raciales, et d'ailleurs, ça n'est pas qu'une occultation, c'est que lorsque ça vient trop dans le débat public, on le voit ces derniers mois, comment en réalité on devient tous des islamo-gauchistes woke, ça a l'air très très grave, donc je ne sais pas si c'est avec ou sans crevette le woke, mais bon, mais manifestement c'est très très grave, donc, et en fait on est en train de détruire la République. Non, on est en train de parler d'égalité, donc en fait on est en train de construire la République. On revient vers toi, je me tourne vers Réjeanne Sénac, qui est d'abord qu'on remercie d'être là ce soir, qui est une universitaire que tout le monde connaît sur les questions de la parité, sur la question du genre, sur lequel vous avez travaillé, sur la question de la diversité. Donc là encore, j'ai envie de vous poser la question, la même au fond qu'à Dominique Sopo, c'est la République fraternelle a-t-elle failli ? A-t-elle failli, par exemple, sur la question de la parité homme-femme? A-t-elle failli sur les questions, on parlait de discrimination, mais on pourrait aussi parler peut-être maintenant de discrimination aussi de genre. Enfin, il y a des phénomènes comme ça qui émergent aussi dans la société et donc dans le débat politique. Voilà, on a envie de vous entendre un peu, chère Réjeanne, sur ces sujets. Alors, merci de l'invitation et je vais commencer par soulever, on parle de cécité, de se réveiller, les woke, c'est plutôt une bonne chose de se réveiller. Et moi, quand j'ai vu le titre de la soirée, je me suis dit, je connais la devise républicaine, hein, liberté, égalité, fraternité, et la troisième partie de cette devise, le troisième terme, il n'est pas neutre, hein, que vous reprenez dans République fraternelle, c'est le qui du politique. Donc c'est à qui on applique les principes libéraux du libéralisme politique, hein, les droits fondamentaux, et en particulier républicains. Si vous aviez dit qu'on allait se réunir pour discuter de la République sororale, je pense que tout le monde aurait trouvé ça assez queer, assez étrange. En tout cas, on se serait dit, là, il y a un renversement, les socialistes deviennent communautaristes, voilà, ils veulent défendre les femmes contre les hommes. Et là, la République fraternelle, on est censé comprendre que ça veut dire qu'on va porter l'égalité, l'émancipation pour toutes et pour tous. C'est quand même intéressant qu'on en ait encore à parler de fraternité comme si ça voulait dire solidarité, et là j'ai fourché, j'allais dire sororité, mais on ne voit pas ces tensions entre inclusion et exclusion qui font qu'aujourd'hui on parle de discrimination pour des groupes qui ont été exclus du politique, donc qui ont été renvoyés à la nature comme incapables d'être des êtres de raison et à qui on a nié la citoyenneté, qu'elle soit civique, le droit de vote et d'éligibilité, ou civile, hein, le droit de contracter. Donc si je vous dis ça, c'est parce que très clairement, s'interroger sur la République, c'est s'interroger sur le qui, donc qui est dans une position de faire partie de cette communauté des égaux. Le quoi, ben c'est quoi la République? C'est pas seulement une organisation politique où il y a un mandat par le corps social, en opposition à la monarchie, mais c'est aussi faire commun, voire, dans une logique républicaine, faire universalité. Alors c'est quoi l'universalité? Pour reprendre Balibar dans Politique de l'amitié, et ça renvoie à ce que disait Dominique Sopo sur être de gauche, c'est être insatisfait, c'est être dérangeant, c'est être dans quelque chose qui est toujours de l'ordre de la controverse.
c'est cette idée que c'est toujours la formulation d'une solution problématique. Et tant qu'on considère que c'est un problème qui est des revendications qui mettent le doigt sur pas seulement des dysfonctionnements conjoncturels de la République, mais sur un héritage qui est un héritage d'exclusion et qui aujourd'hui s'exprime encore par des discriminations, et des discriminations qui sont des discriminations intégrées dans une structure politique, dans une structure économique. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte vraiment la gravité de cet héritage, sa profondeur, pour pouvoir trouver des solutions qui sont des solutions à la hauteur de ce problème. Et qu'on est aujourd'hui dans un moment qui est un moment où on voit émerger des choses qui existaient depuis longtemps, mais qui maintenant prennent une visibilité plus grande, de demandes, de revendications de justice, de dénonciation d'injustice. Il y a un livre qui vient de sortir d'Albert Augien sur les politiques de l'activisme et qui dit, en fait, on est dans une troisième phase de l'égalité. Il y a eu la première phase qui était les conditions d'exercice de l'égalité, la fin de l'absolutisme. La deuxième phase qui était plus les conditions matérielles d'exercice de la citoyenneté à travers l'État-providence. Et la troisième phase, c'est ce qu'il appelle les conditions d'exercice de la citoyenneté d'un point de vue épistémique. Ça veut dire quoi? Ce que travaille aussi Judith Butler en particulier, cette idée de reconnaître, d'être reconnu à égalité en tant que citoyen et citoyenne. Et ce qui peut être considéré comme inconfortable aujourd'hui politiquement, et on a l'impression on parle d'archipélisation, de segmentation, il faut le prendre comme quelque chose qui nous permet d'avancer comme un chemin, comme un horizon, comme un processus où il faut intégrer ce qui se dit à travers ces revendications. Et ce qui se dit, c'est que l'exclusion, elle est toujours active à travers des discriminations, qu'il faut prendre ça en compte, et que l'écran de fumée qui consiste à dire « si vous critiquez la République, vous n'êtes pas républicain », c'est faire de la République ce fantôme qui a permis qu'on parle, ou ce mythe, voilà, qui a permis qu'on parle de suffrage universel, alors que les femmes, mais aussi dans les colonies, ceux qui n'étaient pas considérés comme des citoyens actifs, soient exclus, en particulier de la citoyenneté civique. Donc vous allez me dire, aujourd'hui, on n'est plus autant des colonies, mais on est encore autant du racisme et du racisme systémique. On n'est plus autant de l'exclusion du droit de vote des femmes, mais on est encore autant du sexisme, et du sexisme constituant aussi. Donc là-dessus, et pour moi, le fait qu'on parle encore, vous allez me trouver peut-être mauvaise invitée, mais qu'on parle encore de République fraternelle est tout à fait révélateur de ça. Et j'avais fait, dans le cadre d'un rapport qui avait été fait par le Haut Conseil à l'égalité quand j'étais présidente de la commission parité, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, moi j'avais fait une proposition qui était de discuter de notre devise, parce que ce n'est pas accessoire ce qui nous constitue, et de dire, est-ce que se demander si fraternité est toujours adapté et si on doit plutôt parler de solidarité, ou si on reste sur une métaphore familiale, on peut peut-être s'en défaire des métaphores familiales, mais si on reste sur une métaphore familiale, adelphité, qui est un terme qui dit les enfants de la même mère, quel que soit leur sexe, donc sans provocation, juste je pense que c'est important, pour parler d'un comment qui soit réellement efficace et qui réponde aux problèmes, voir le problème dans sa profondeur, et le fait qu'on ne voit pas le problème justement de parler de République fraternelle est en soi révélateur. Alors, Réjane, non seulement, je ne sais pas si vous nous bousculez ou pas, mais c'est pour ça qu'on invite des gens qui ne sont pas des partisans. Donc, vous jouez ce rôle-là, bravo. Mais je vais aller plus loin. Il se trouve que dans la préparation de cette émission, quand on a eu à débattre entre socialistes, pour le coup, de ce thème, eh bien, je vais vous dire la vérité, vous ne le répétez pas, il y a une responsable socialiste qui, dans la boucle WhatsApp, nous a dit « Mais République fraternelle, ce ne serait pas un peu sexiste comme terme ?» Ça ne serait pas un peu sexiste? Et je dois avouer qu'on a été quelques-uns à dire « Bon, elle va un peu trop loin, là. » Bon. Et vous nous dites exactement la même chose. Donc, très franchement, ceux qui ont dit, comme moi, elle va peut-être un peu trop loin, je vous promets à nouveau de faire un examen de conscience et d'y réfléchir, parce que c'est, voilà, c'est mais c'est-à-dire, c'est pas remettre en cause notre héritage. Et c'est pas assumer que pour porter l'égalité, il faut assumer une rupture. En fait, et que cette cécité-là, qui fait qu'on ne voit pas de problème, dit que même malgré nous, on reproduit. Et que les non-frères, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les non-frères au pays de l'égalité ».
Les non-frères, c'est justement tous ceux qui subissent des discriminations structurelles. Alors, mais comment justement vous jugez la ligne de crête? Et c'est la question que je te pose aussi à Dominique. Cette ligne de crête, puisque c'est lui qui a évoqué le terme de woke, comment aujourd'hui, donnez-nous des conseils, un socialiste, humaniste, républicain, comment doit-il gérer cette ligne de crête entre ce qui fait son ADN, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, et puis l'universalisme, le républicain, voilà. Et nous, on est aussi, dès lors qu'on est dans une position qu'on essaye d'être mesuré, sinon modéré, eh bien vous voyez qu'on se fait attaquer des deux côtés en fonction des positions qu'on prend là-dessus. Donc, quel conseil vous donnez aux socialistes pour gérer, au fond, cette espèce, non pas de contradiction, mais vous voyez bien, de double critique qui vient de tous les fronts. À la fois, si on regarde des discriminations tout à fait particulières, alors on sortirait du cadre universaliste. Et puis à l'inverse, si on englobe tout, on ne regarde pas des discriminations qui sont pourtant sous nos yeux, y compris sur une discrimination sur laquelle je voudrais vous entendre, parce que là aussi, c'est dans notre logiciel à renouveler, c'est la question du genre, qui s'invite dans le débat public, probablement beaucoup plus qu'il y a 10, 15, 20 ans. Donc, le conseil de Régine Sénac aux socialistes sur ce point-là? D'assumer d'être radical. C'est-à-dire que, et d'être rhizomique si on va jusqu'à Deleuze et Guattari, mais c'est-à-dire que pour moi, on n'a pas le choix. Là, il faut aller jusqu'à la racine, il faut assumer de casser et d'accepter que notre héritage, il n'est pas magnifique, qu'on n'a pas été exemplaire et qu'on ne l'est pas aujourd'hui. Et donc d'assumer une forme de radicalité qui est justement de dire que le fait qu'on ne voit pas de problème à parler de République fraternelle dit bien qu'on reproduit encore, on modernise cette inclusion exclusive, cette exclusion. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a à assumer ça, à comprendre aussi ce qui se passe en termes de revendications comme quelque chose qui bouscule justement cet héritage-là. Ça se fera pas sans controverse, ça se fera pas sans opposition, assumer une démocratie agonistique, ne pas être d'accord sur tout. Je pense que le compromis ne fonctionne pas de la même manière qu'on a vu pour l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, que dire c'est une évolution continue, une mise en cohérence. Non, en fait, c'est pas une mise en cohérence, c'est une rupture. De la même manière, porter une république réellement égalitaire, c'est une rupture, parce que l'héritage, c'est pas celui-là. Donc moi je pense qu'il faut assumer ça, ce qui n'est pas et assumer que la politique, la politique c'est aussi de la polémique, mais de la polémique idéologique, et c'est assumer du problématique. Donc voilà, moi je serais dans un conseil qui est un conseil de radicalité politique au sens noble du terme, au sens fort du terme, et au sens courageux de ce que c'est qu'être vraiment républicain, et de ne pas avoir peur de se faire confisquer cette expression et les droits fondamentaux par ceux qui ne s'émeuvent de la liberté ou de la remise en cause d'une forme de liberté que quand c'est pour quand elle met en danger la parole des dominants ou qu'elle met en visibilité les dominations. Mettre en visibilité les dominations, c'est dérangeant, mais ça doit être assumé comme tel. Merci, je ne sais pas si on va dessus, mais en tout cas, merci du conseil qui va nous faire réfléchir. Je pose la même question au fond à Dominique, je ne la répète pas puisque tu l'as entendu, oui. sur finalement cette ligne de crête. Et puis aussi peut-être avec une autre question supplémentaire, Réjeanne parlait de racisme systémique. Est-ce qu'il y a sur les autres questions que tu as à gérer, au-delà de la question du racisme, des discriminations systémiques? Alors, d'abord, sur la notion de systémique, c'est très étrange d'ailleurs parce que en fait, un phénomène social, j'allais dire, il est nécessairement systémique. Le patriarcat est systémique, l'homophobie est systémique, le racisme est systémique. En fait, mais c'est très intéressant dans le débat, comment on vient se crisper sur des mots avec des gens qui disent « nous dénonçons le racisme systémique », parfois en insultant tout le monde d'ailleurs, j'en ai fait les frais, en disant « vous, à SOS, vous ne dénoncez pas le racisme systémique ». Moi, je suis prof de sociaux, enfin, je veux dire, le fait social, comment dire, on sait ce que c'est, oui, il y a un aspect aussi extérieur aux personnes, etc. Pour moi, c'est une forme de banalité. Et ceux qui disent, ah non, attention, on ne peut pas dire que c'est systémique, on ne comprend pas très bien ce qu'ils entendent par systémique d'ailleurs, au passage,
Et donc, apparemment, c'est très grave de dire ça. Bon, ça, c'est le premier élément. Donc, évidemment qu'il y a des aspects, qu'il y a des dimensions, comment dire, qui font système. D'ailleurs, il y a bien des systèmes de représentation qui aussi expliquent cela, par exemple, ou des systèmes de pouvoir qui font que, effectivement, il y a des phénomènes de reproduction, de logique de domination, de logique d'infériorisation, de logique d'exclusion. Bon, c'est ainsi. Et l'important, c'est comment on se concentre sur la lutte contre ces phénomènes. Sur le deuxième élément, sur la ligne de crête. Sur la ligne de crête, je pense que, en fait, je ne sais pas si c'est une ligne de crête. Ce que l'on voit en tout cas aujourd'hui, c'est comment toute position qui serait une position non pas centriste, mais à prétention centrale, va être attaquée. Pour le coup de toutes parts, avec des logiques de clivage, des logiques de, j'allais dire, en fait, ça n'est pas possible de se parler, de débattre, etc. Et on voit bien la mise en scène de ces confrontations de tous les instants. Bon. Et qui ne sont pas des débats, qui sont des confrontations, Le deuxième élément, c'est que la ligne de crête, on est de gauche, ne peut jamais être une ligne de crête qui est une parole d'écrasement. C'est-à-dire que, en fait, je vois bien comment toute une série de gens se réclament de la République, mais c'est une parole d'écrasement. Au nom de la République, vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a des problèmes de discrimination raciale. Ben si, je le dis. Et d'ailleurs, moi, je le dis au nom de la République. Parce que la République, ça n'est pas ça. Ça peut être son héritage, comme disait Réjeanne, mais ça n'est pas sa promesse. Pendant la Révolution française, quand Camille Desmoulins monte à la tribune du Parlement pour dire, par rapport à ceux qui s'émouvaient que l'abolition de l'esclavage allait faire disparaître les colonies, il disait périssent nos colonies plutôt qu'un principe. Ça, c'est la République. Et là, on est à quelque chose, j'allais dire, de la racine, même si la racine a été assez masculine dans la République, aux larmes de Gouges, n'est plus là pour s'en souvenir, au demeurant, mais il y a une promesse. Eh bien, je pense qu'il faut dire que l'héritage est un héritage qui est compliqué, qui est controversé, qui peut être traversé de sexisme et de racisme. Enfin, la laïcité a aussi été utilisée pendant longtemps pour expliquer que les femmes, il ne fallait peut-être pas leur donner le droit de vote parce que c'était les curés qui leur murmuraient pour qui il fallait voter. Bon, mais si l'héritage, il est compliqué, eh bien, il faut se remettre dans, j'allais dire, le chemin de la promesse républicaine. Et ce chemin-là, c'est un chemin qui est le chemin d'une promesse inachevée. Et le but de militants qui sont des militants républicains cohérents, c'est de faire en sorte que cette promesse, elle soit pleine et entière. Et je pense que l'on concilie ainsi non seulement l'exigence de toujours progresser, mais aussi une forme de fierté de la société dans laquelle on vit. Nous ne sommes pas des gens qui venons détruire la société, nous sommes des gens qui faisons en sorte que la société, elle soit plus fidèle aux principes qu'elle a proclamés. Gabrielle, un dernier mot. Oui, un petit mot, parce que je trouve ça très, très inspirant ce qu'on entend ce soir, et ça me fait penser à ce que disait Marguerite Duras à Romain Goupil en 68. Elle disait « Faire de la politique, c'est refuser le monde tel qu'il est ». Et je crois que ça doit nous inspirer aussi. Et pour refuser le monde tel qu'il est, il faut le voir tel qu'il est, il faut le comprendre, il faut l'analyser, il faut avoir des outils de mesure. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on est pris dans un débat aujourd'hui médiatique qui est en fait très défavorable à la démarche que tu prônes et qui est la bonne, je crois, de compréhension de ce monde-là, de dénonciation des injustices et de l'incomplétude du projet républicain. Et donc, je pense que nous, en tant que socialistes, on a aussi ce travail-là à faire, mais qui concerne en fait toute la gauche, concernant le paysage médiatique et l'agenda médiatique qui aujourd'hui nous est imposé, qui est biaisé, qui nous met en position défensive tout un tas un certain nombre de fois, alors que pour prôner nos thématiques, porter l'égalité, porter les projets sociaux et environnementaux qu'on développe, on a besoin de réussir à nous réimposer dans cet agenda médiatique, et ça sera, je pense, par des stratégies de contournement et pas simplement de participation à des débats dont on maîtrise de moins en moins les codes. Donc ça, c'est un chantier, je pense, qu'on a devant nous. Et ne pas céder à la simplicité du débat médiatique qui nous est imposé et bien voir la réalité derrière les mots. Moi, ce qui me frappe, pas chez nous, pas au Parti socialiste, mais beaucoup dans ces débats sur ces chaînes d'infos en continu, c'est la confusion totale des concepts et de ceux dont on parle. Donc récemment, je vous citais l'exemple, mais je vais le répéter ici, un débat sur l'interview abyssale, dramatique du président dans Elle.
le débat, c'était le titre sur BFM, la société est-elle en train de se racialiser? Et là, la chroniqueuse fait toute une démonstration, une pseudo-démonstration sur le fait que la société se racialise, que la gauche est pro-racialisation, je ne sais trop quoi. Elle termine sa chronique et elle se tourne vers son collègue et en off, elle lui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, se racialise, en fait ?» Donc, c'est vraiment symptomatique de la façon dont les débats sont menés, c'est-à-dire c'est des buzzwords, quand on dit en anglais, c'est des mots-clés qui visent à susciter le buzz, l'indignation. On n'est plus du tout sur le fond des débats. Donc, typiquement, parler d'intersectionnalité, moi, ça ne me dérange absolument pas. C'est un concept très utile. Ça ne veut pas dire communautarisme, par exemple. Ce n'est pas le même terme. Et donc, pour nous, socialistes, quand on parle d'universalisme, on parle d'universalité des droits. Et donc, ça implique la lutte contre les discriminations dont on parle depuis tout à l'heure et qui est ce poison qui nous sépare en fait de la théorie de l'égalité républicaine, de sa réalité et de son caractère concret pour toutes et tous. Merci Gabriel. Écoutez, moi franchement, c'était absolument passionnant. Gage, Potier, Sénac, Siri, Sopo. On vient de vivre là quelques minutes, vraiment une grande densité. Enfin, je sais pas à vous, mais vous chez vous, j'allais dire. Mais en tout cas ici, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs, je sais pas si vous êtes, si tout ça est bouclé, mais enfin, franchement, continuer ce débat, par exemple, à Blois fin août, serait absolument passionnant. On aura encore un peu plus de temps que ce soir. Merci, mille merci à vous. Merci Réjeanne. Et puis on clôt cette séquence pour la conclusion avec Corinne Narassiguin et Olivier Faure.